Imaginez que votre pays, son drapeau et ses dirigeants disparaissent du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à près de 300 millions de personnes. Après la chute de l'Union soviétique, l'Empire s'est dissous, les gangsters ont pris le pouvoir et les Russes ordinaires ont été oubliés. Ce qui a suivi fut l'une des pires catastrophes en temps de paix du XXe siècle, oubliée depuis une décennie. Alors pourquoi personne n'a-t-il raconté leur histoire ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous allons voir pourquoi personne ne parle de ce qui est arrivé aux Russes après l'effondrement de leur pays. Comprendre l'effondrement nécessite de connaître ce qui l'a précédé. L'Union soviétique n'était pas un pays moderne, mais une expérience économique et sociale visant à dépasser culture et nationalité, et elle a en partie réussi. Pendant près de 7 décennies, de 1922 à 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait une économie planifiée contrôlée entièrement par l'État, usines, fermes et entreprises. Et c'est lui qui décidait de ce qui était produit, de la quantité et du prix de vente. Les citoyens ne craignaient pas le chômage, leurs emplois étant garantis par l'État. Le logement était fourni, bien qu'il s'agisse généralement de grands immeubles en béton. Les produits de base étaient subventionnés pour des prix bas, et soins de santé ainsi qu'éducation étaient gratuits. Le système souffrait de pénuries fréquentes, de produits de mauvaise qualité et d'absence de liberté politique. Mais pour le Russe moyen, la vie était prévisible, et ce n'était pas une mauvaise chose. Ils savaient qu'ils auraient un emploi, un toit, et de quoi manger. À la fin des années 80, le rêve soviétique d'unité semblait un exercice d'équilibriste impossible. L'opposition du pays à l'Occident a coûté cher. Dépenses massives pour l'armement nucléaire, le nettoyage de Tchernobyl et une guerre longue en Afghanistan. La combinaison de l'échec politique et économique a rendu le pays instable et sa population n'était plus coupée du reste du monde. Ils avaient vu comment les autres vivaient, et ils n'étaient plus prêts à accepter tranquillement le statu quo. Mikhaïl Gorbatchev, dirigeant soviétique de l'époque, lança les réformes Perestroïka et Glasnost pour moderniser l'économie et favoriser l'ouverture. Au lieu de revitaliser le système, les réformes l'ont mis sous assistance respiratoire. En 1991, après un coup d'État raté et la pression des mouvements indépendantistes en Ukraine et dans les États baltes, l'Union soviétique s'est effondrée. Le 26 décembre, elle s'est officiellement dissoute, laissant derrière elle 15 nouveaux pays issus des décombres. La Russie, la plus grande d'entre elles, devait déterminer la suite, et ce n'était pas bon. Une catastrophe économique d'une ampleur rarement vue hors guerre a ravagé le pays. Le produit intérieur brut russe a baissé d'au moins 40%, entre 1991 et 1998, voire 50%, selon certaines sources, entre 1992 et 1998. La brusque contraction de l'économie évoquait la Grande Dépression aux États-Unis. Mais cela est arrivé plus vite, plus violemment, sans reprise d'après-guerre pour sauver le pays du gouffre. Le système industriel soviétique étatisé a été rapidement démantelé lors de la thérapie de choc. Des conseillers occidentaux, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ont persuadé les dirigeants russes que la manière la plus rapide de construire une économie de marché était une privatisation rapide. Les usines, mines et ressources gérées par l'État ont été soit vendues, soit cédées à des propriétaires privés, en l'espace de quelques mois. L'idée était que la propriété privée augmenterait efficacité et prospérité. Mais la corruption endémique n'avait pas été anticipée. Des membres du gouvernement et des criminels bien connectés se sont emparés des actifs les plus précieux pour une bouchée de pain. En quelques années, une poignée d'hommes sont devenus milliardaires en prenant le contrôle des champs pétrolifères, usines d'aluminium et fabriques autrefois étatiques. Pendant ce temps, les travailleurs ont perdu leur emploi ou travaillé pour des propriétaires passés du socialisme au capitalisme. L'ancien contrat social soviétique, qui garantissait des emplois même lorsque la productivité était faible, a disparu presque du jour au lendemain. Puis l'inflation est arrivée. Rien qu'en 1992, les prix en Russie ont augmenté de plus de 2300%. Si une miche de pain valait 1 rouble en janvier, elle en coûtait 24 en décembre. Les économies ne valaient presque plus rien. Les Russes âgés qui avaient travaillé pendant des décennies ont découvert que leur pension couvrait à peine une semaine de course. L'hyperinflation a anéanti la classe moyenne avant sa formation, tandis que les salaires restaient impayés des mois durant. Les enseignants, les médecins, les ouvriers d'usine et les fonctionnaires se présentaient au travail sans aucune garantie d'être payés. Certaines personnes recevaient leur salaire en biens plutôt qu'en argent. Les enseignants recevaient leur salaire en vodka, qu'ils vendèrent dans la rue pour obtenir de l'argent et acheter de la nourriture. En 1994, le chômage dépassait 8%, un niveau inédit pour une société sans chômage sous le système soviétique.
et la situation n'a fait qu'empirer. En 1998, le chômage a atteint un pic d'environ 13% avant de se stabiliser à ce niveau. Si tant est que l'on puisse qualifier de stable une pauvreté généralisée. Pour rappel, même l'Union européenne avait un chômage élevé dans les années 90, atteignant 13% durant une grande partie de cette période. Mais contrairement à la Russie, la plupart des pays européens ont évité l'hyperinflation. Les familles s'appuyaient sur leurs économies et des systèmes sociaux flexibles pour faire face aux pertes d'emplois sans provoquer d'effondrement économique. Mais en Russie, le chômage, ajouté à l'inflation et au changement systémique soudain, a constitué un choc énorme. Même les produits de base étaient rares ou trop chers. Les rayons, déjà mal approvisionnés à l'époque soviétique, étaient maintenant vides. Les réseaux de distribution de nourriture et de produits se sont effondrés dans tout le pays. Les gens attendaient des heures pour acheter pain, lait ou médicaments. Le marché noir était le seul accès aux produits essentiels, souvent à des prix supérieurs à ceux des magasins officiels. Le taux de pauvreté a explosé. Dans les années 1990, près de 50% des Russes étaient sous le seuil de pauvreté, contre environ 2% à l'époque soviétique. Même si les statistiques sur la pauvreté soviétique étaient souvent manipulées pour la propagande, les années 1990 ont clairement vu le niveau de vie chuter. Pour la plupart des gens, la malnutrition était courante, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Les hôpitaux manquèrent de fournitures essentielles comme bandages et antibiotiques, tandis que les chauffages des immeubles tombaient en panne sans être réparés. Les gens étaient laissés à geler pendant les hivers russes brutaux, même la vie elle-même devenait quelque chose sur laquelle ils ne pouvaient pas compter. L'espérance de vie des hommes russes a chuté de 64 ans, en 1989 à 57 ans, en 1994, un effondrement habituel seulement en temps de guerre ou de grandes épidémies. L'espérance de vie des femmes a aussi baissé, mais moins fortement. La crise de mortalité avait diverses causes, de l'instabilité économique à la disparition soudaine des structures soviétiques essentielles depuis des décennies. L'effondrement économique a déclenché une désintégration sociale tout aussi dévastatrice lorsque l'État et l'économie se sont effondrés. Le résultat n'était pas seulement la pauvreté, mais un effondrement total de l'ordre social, violent, chaotique et souvent mortel. Il y avait un vide à combler, et le crime organisé n'a pas hésité. Sous le régime soviétique, les groupes criminels étaient relativement contrôlés par le KGB et la police. Mais quand ce système s'est effondré, la mafia a comblé le vide. De petits criminels ont formé des organisations contrôlant des secteurs industriels. Les oligarques ayant acquis les biens de l'État lors des privatisations étaient souvent confondus avec la mafia, car il s'agissait fréquemment des mêmes individus. Les différends commerciaux se réglaient par la violence. Les assassinats sous contrat sont devenus monnaie courante. De 1992 à 2005, la Russie enregistrait en moyenne plus de 30 000 meurtres annuels, atteignant parfois 45 000, dépassant largement les États-Unis, alors considérée comme la capitale du meurtre dans le monde développé. Banquiers, chefs d'entreprise, politiciens et journalistes étaient souvent assassinés en plein jour. Les attentats à la voiture piégée étaient fréquents. On appelait cela le capitalisme bandit, difficilement contestable. Pour les Russes ordinaires, cela signifiait que la violence était omniprésente. Les gens ne faisaient pas confiance à la police, souvent complice des criminels qu'elle devait arrêter. Soudoyer les fonctionnaires est devenu une partie de la vie quotidienne, que ce soit pour lancer une entreprise ou simplement essayer d'inscrire son enfant dans une meilleure école. La corruption, déjà répandue à l'époque soviétique, s'est aggravée après la disparition des anciens systèmes de responsabilité. Pendant ce temps, l'alcoolisme a atteint des proportions épidémiques à mesure que les conditions se détérioraient. Les gens se sont tournés vers l'alcool pour faire face au traumatisme psychologique de voir tout leur monde s'effondrer. Les Russes consommaient en moyenne 32 pintes d'alcool pur par an au milieu des années 1990. C'est plus du double de l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé pour la région européenne à l'époque. Ce n'étaient pas seulement des gens qui buvaient trop lors des fêtes. La dépendance à l'alcool était une pandémie destructrice pour familles et communautés. L'alcool est devenu l'une des principales causes de mortalité du pays. En 1995, 75% des suspects d'homicide étaient arrêtés sous l'influence de l'alcool. Les maladies cardiovasculaires, liées à l'alcool, au stress et à une mauvaise alimentation, sont une cause majeure de la hausse soudaine de mortalité chez les hommes. L'effondrement social a eu un impact démographique stupéfiant. Le taux de fécondité totale en Russie, soit le nombre moyen d'enfants par femme, est passé de 2,0 en 1989 à 1,16 en 1999. Pour donner un contexte, 2,1 est le niveau de remplacement nécessaire pour maintenir une population stable.
La Russie ne produisait à peine que la moitié des enfants nécessaires pour se maintenir. Le pays avait atteint la croix russe. C'est alors que les décès ont dépassé les naissances. En 1992, la Russie a enregistré 1 587 000 naissances contre 1,807 million de décès. Un déclin naturel de la population de plus de 220 000 personnes en une seule année. Cette croissance démographique négative allait se poursuivre pendant les 15 années suivantes. Une génération d'enfants qui auraient dû naître dans les années 90 n'est simplement pas née, ce qui affecte encore la Russie. Avançons rapidement jusqu'en 2020, et ces enfants manquants auraient terminé leurs études supérieures et seraient entrés sur le marché du travail dans la vingtaine, mais ils ne sont jamais nés. Les femmes ont subi un fardeau particulier lors de l'effondrement du système soviétique et de ses filets de sécurité. Ils proposaient la garde d'enfants financée par l'État et un congé maternité garanti. Les femmes voulant des enfants faisaient face à des choix impossibles, tentant d'élever une famille sans savoir si elles seraient payées chaque mois. Elles ne pouvaient pas prévoir de budget pour le lait infantile quand les prix augmentaient de 20 en une seule année. En conséquence, beaucoup ont simplement choisi de ne pas avoir d'enfants du tout, ou de retarder leur venue jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Ces conditions ne s'amélioreraient pas avant les années 2000, ce qui signifie qu'une décennie entière de naissances potentielles a été perdue. L'effondrement social a aussi ravagé l'éducation et la santé. Autrefois respectés sous le régime soviétique, enseignants et médecins sont soudain devenus parmi les plus pauvres. Leurs salaires étaient très faibles quand ils étaient payés. Beaucoup de professionnels talentueux ont quitté ces domaines pour les affaires ou l'étranger. La qualité de l'éducation et des soins de santé a baissé. Les hôpitaux, autrefois adéquats sous l'ère soviétique, sont devenus dangereux, sans garantie d'hygiène de base. Les patients devaient apporter leurs propres draps et médicaments avec eux. Pour les jeunes devenus adultes dans les années 1990, l'avenir paraissait sombre. La garantie d'une carrière stable après les études avait disparu. Les universités étaient actives, mais les diplômes n'assuraient plus d'emploi. Au lieu de cela, le succès semblait revenir à ceux qui étaient bien connectés, prêts à s'engager dans la corruption, ou simplement assez chanceux pour se trouver au bon endroit au bon moment. Une génération de Russes a appris que le travail acharné et l'éducation ne comptaient pas autant que de connaître les bonnes personnes ou d'être prêt à contourner les règles. Alors que la société russe s'effondrait, son système politique était en chaos. La promesse de démocratie après la fin du régime soviétique a vite cédé la place à l'instabilité, à la corruption puis à l'autoritarisme. Boris Eltsine, premier président de la Russie post-soviétique, devait incarner la démocratie russe. Il s'est fait connaître en 1991 en montant sur un char pour s'opposer au coup d'État contre Gorbatchev, se présentant comme le réformateur menant la Russie vers une nouvelle ère de liberté et de prospérité. Sa présidence est finalement associée au chaos, à la corruption et à l'échec. Le gouvernement de Yeltsin est passé de crise en crise, incapable de contrôler l'inflation, la corruption ou la criminalité. Sa santé déclinait. Il était ivre et paraissait de plus en plus indifférent à la souffrance des Russes ordinaires. Le pire moment a eu lieu en octobre 1993, quand les tensions entre Yeltsin et le Parlement russe ont dégénéré en conflit ouvert. Yeltsin voulait plus de pouvoir exécutif pour faire passer les réformes économiques. Le Parlement cherchait à freiner, voire inverser, les politiques de thérapie de choc qui dévastèrent le pays. Quand les législateurs ont voulu le destituer, Yeltsin a dissous le Parlement, ce que beaucoup ont jugé inconstitutionnel. Le Parlement a refusé, et ses dirigeants se sont barricadés dans la Maison-Blanche russe. Yeltsin a ordonné à l'armée de prendre d'assaut le bâtiment, et, le 4 octobre, des chars l'ont bombardé, tandis que les troupes l'attaquaient. Le bilan officiel était de 187 morts, bien que le nombre réel ait été estimé à environ 2000. L'impact psychologique, à court comme à long terme, a été tout aussi dévastateur. Les images de chars tirant sur le siège de la démocratie russe, 2 ans après la chute de l'Union soviétique, ont dissipé l'illusion d'une transition paisible vers la stabilité. Yeltsin a remporté la confrontation et a réécrit la Constitution, s'octroyant des pouvoirs étendus. Les dégâts causés à la crédibilité démocratique de la Russie étaient permanents. Les politiques économiques d'Yeltsin, fortement influencées par des conseillers occidentaux, étaient censées créer une économie de marché prospère. Elles ont plutôt engendré des oligarques, de la pauvreté et un fort ressentiment contre l'ingérence extérieure. Les Russes ont vu des consultants occidentaux louer le libre marché alors que leur niveau de vie chutait. On pensait de plus en plus que l'Occident ne voulait pas vraiment la prospérité de la Russie, mais souhaitait seulement qu'elle reste faible et docile. Qu'elle soit fondée ou non, cette opinion reste profondément ancrée dans la psyché russe et influence encore la perception de l'Occident par de nombreux Russes. La crise financière de 1998 fut le plus grand coup au leadership de Yeltsin.
Le gouvernement russe a fait défaut, le rouble s'est effondré, et de nombreuses banques ont fait faillite. Ceux qui avaient recommencé à épargner dans la nouvelle économie ont tout perdu soudainement. La crise était si grave que même les Russes ayant tiré parti des réformes des années 1990 se demandaient si cette expérience n'avait pas été une erreur. En 1999, la popularité de Yeltsin était très basse. Épuisé, malade, il avait perdu toute crédibilité. Le 31 décembre 1999, Yeltsin a soudainement démissionné. Il a transféré le pouvoir à son premier ministre, un ancien officier du KGB peu connu, Vladimir Poutine. Yeltsin a obtenu de Poutine la promesse d'une immunité contre les poursuites pour lui et sa famille, lors de son dernier acte. Jusqu'à la fin, la corruption et l'instinct de survie dominaient. Poutine a promis aux Russes l'ordre et la stabilité après une décennie de chaos, répondant à leurs désirs profonds. Ce message a résonné. Poutine s'est affiché comme le leader fort prêt à restaurer la force et la dignité russe. Il a sévi contre les oligarques les plus visibles, bien que principalement contre ceux qui s'opposaient à lui. Politiquement, il a centralisé le pouvoir, affaiblissant le Parlement et les gouverneurs régionaux. Il a restreint la liberté de la presse et les libertés civiles. La plupart des Russes, traumatisés par les années 90, étaient heureux d'accepter ces compromis en échange de la stabilité économique et de la fierté nationale. La montée de Poutine a aussi été facilitée par la hausse des prix du pétrole au début des années 2000. Cela a rempli les caisses de l'État et lui a permis de tenir ses promesses concernant de meilleurs salaires, des pensions et des services sociaux. L'attrait de Poutine vient surtout du contraste avec les années 1990. Il rappelait sans cesse le chaos de l'époque, l'économie ruinée et le désordre politique. Lorsque la Russie était censée suivre l'exemple de l'Europe, toutes les mesures visant à supprimer les processus démocratiques étaient présentées comme Poutine protégeant la Russie et son peuple d'un retour à ce chaos. Cet argument demeure fort en Russie, face à l'agression répétée contre l'Occident, surtout l'Ukraine. Mais cela n'explique pas pourquoi on oublie comment la Russie en est arrivée là. La majorité des récits débutent dans les années 2000 et accusent systématiquement Poutine. Peu de gens repensent aux années 1990 où les vrais dégâts ont eu lieu. Les analyses récentes se focalisent sur Poutine détruisant la démocratie, car cela s'inscrit dans le récit. Après la guerre froide, l'Occident pensait avoir gagné, que démocratie et capitalisme avaient triomphé. Mais les années 1990 désastreuses en Russie contredisaient cette vision. La démocratie et les marchés libres devaient apporter prospérité et liberté, mais la Russie a connu une décennie de pauvreté, violence et effondrement social. Reconnaître pleinement les souffrances russes des années 90 impliquerait cela. L'Occident devait admettre que sa réforme économique avait spectaculairement échoué. Sa victoire dans la guerre froide a eu un coût humain énorme pour les Russes ordinaires. En Occident, on tend aussi à privilégier les enjeux politico-géopolitiques au détriment de l'expérience des gens ordinaires. Les gens parlent de la fin de l'Union soviétique comme d'un événement géopolitique, de l'effondrement d'une superpuissance, de la fin de la guerre froide et de l'expansion de l'OTAN. On évoque peu ce que cela a signifié pour l'enseignant de Novosibirsk dont la pension a perdu toute valeur, ou pour la mère à Moscou cherchant du lait tandis que l'inflation détruisait ses économies. Ces histoires humaines se perdent dans le récit géopolitique, les gens réduits à des chiffres et statistiques. Un autre facteur est que la Russie est devenue de plus en plus autoritaire sous Vladimir Poutine. Cela a permis aux observateurs occidentaux de se focaliser sur la Russie comme menace. Plus la Russie s'opposait à l'Occident, moins il y avait de sympathie pour comprendre son point de vue, ou les racines de son ressentiment. Il est plus facile de voir la Russie de Poutine comme simplement autoritaire et agressive, que d'affronter l'histoire complexe qui a contribué à la créer. Après la perte de son statut de superpuissance, la Russie a connu pauvreté, violence et un sentiment de trahison envers ses dirigeants, accusés de l'avoir vendu à l'Occident. Pour le Russe moyen, le pays semblait s'être effondré sans que le peuple soit responsable. Ce traumatisme collectif éclaire le comportement actuel de la Russie sur la scène internationale, notamment quand Vladimir Poutine évoque le retour de la grandeur russe. Il parle directement à ceux ayant vécu les années 1990 et craignant une deuxième vague. La propagande russe décrit l'Occident comme hostile et hypocrite, ce qui résonne fortement. Beaucoup de Russes ont retenu de l'époque où les conseillers occidentaux prônaient la démocratie, pendant que la Russie sombrait dans le chaos, que la démocratie peut conduire au chaos. Les politiques occidentales peuvent être contradictoires, et force et ordre priment sur la performance gouvernementale. Après l'effondrement soviétique, la vie fut dure pour des millions de Russes, mais un homme s'est distingué. Découvrez une journée de Poutine, ancien agent du KGB, pour comprendre la construction de son empire, ou regardez cette vidéo.